suis très conscient de la densité, la profondeur de l'exposé de Virginie. Je voudrais, à mon tour, en ayant noté les questions qui se sont déroulées sous protection fonctionnelle, apporter l'éclairage du privé. Cet éclairage, il est très important parce que nous avons affaire à des méthodes managériales qui sont venues à bout de leur condamnation avec le procès France Télécom, qui, le premier, a établi dans une grande échelle, il y avait 7 prévenus et la société a été condamnée comme personne morale, l'interdiction du harcèlement moral comme technique managériale. Dans notre public, aujourd'hui, certains d'entre vous sont issus du privé et ils savent que, je dirais vite, mais les textes ne suffisent pas. Ils autorisent. Encore faut-il avoir des personnes qui sachent, avec les outils du privé qui sont plus compliqués, affronter les directions. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de harcèlement moral? Est-ce que vous avez le partage d'écran? Allô? Vas-y. Oui, oui, on l'a, Eric. Oui, oui, c'est bon. Alors, tout d'abord, un point de droit. La Cour de cassation reconnaît que aujourd'hui, que le harcèlement moral n'a pas besoin d'être si répété que ça, mais par contre, que toutes les multiples manifestations du harcèlement moral doivent être passées en revue. Autrement dit, il peut y avoir une mise en cause d'une personne harceleuse par des témoignages multiples sur des angles d'attaque multiples et une chronologie qui peut être brève. La deuxième chose, c'est un point que a déroulé Virginie, qu'a déroulé Ophélie, l'obligation d'enquête, même sans preuve de harcèlement moral, est une obligation pour l'employeur. Et dans le CHSCT, vous le savez, il y a cette première étape d'enquête qui est une obligation que doit l'employeur. Il doit même fournir un membre de la direction pour faire l'enquête avec un membre du corps des élus au CHSCT. Donc, cette obligation d'enquête est à respecter et ça doit servir de marchepied parce que, comme l'a bien dit Virginie, l'essentiel, c'est de tracer. Et vous savez que tracer en CHSCT, ça veut dire pouvoir déposer un signalement et aussi un danger grave et imminent. Et on verra les développements de ces choses-là tout de suite après. Je voudrais dire aussi que on mettra dans cet exposé l'accent sur le harcèlement moral institutionnel. C'est le fruit d'une politique qui a pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, une politique qui outrepasse l'usage normal du pouvoir de direction et des moyens qui visent à faire partir, on en est là dans le privé, les éducateurs spécialisés vivent ça, les personnels qui sont sous pression d'austérité dans les associations vivent ça, on utilise le harcèlement pour faire partir. Eh bien, ces moyens sont interdits. Donc, il y a une défense qu'on détaillera peut-être de l'employeur qui est de dire oh, je ne suis pas coupable, je donne des instructions, ce sont les sous-chefs qui réalisent. À l'intérieur des attendus du procès France Télécom, c'est l'ensemble des actes des grands dirigeants qui a été condamné parce qu'ils se servaient de la chaîne hiérarchique comme d'un relais et c'est leur responsabilité qui a été engagée. De quoi parle-t-on en parlant de harcèlement moral dans le privé? Le rôle du syndicat, du CSE, du CHSCT,
c'est d'exiger le droit à réparation et le respect de… Donc ça, c'est un premier chapitre. Virginie en a dit un mot. Le deuxième, également, c'est l'obligation, c'est là qu'on va pouvoir s'entendre avec une obligation de l'employeur de préserver la santé et la sécurité des employeurs et à hauteur de la sécurité des salariés, pardon, et à hauteur de cette année, en mai 2020, et jusqu'à période récente, cette obligation est liée à une obligation de résultat. Hein. Tout ça, pourquoi je continue à noircir volontiers le tableau noir. Il y a eu 21 suicides à France Télécom entre 2006 et 2009. Une technique est née du management dans les années 80-90. Une autre technique, celle de défense des syndicats, est née dans cette expérience-là. Je continue avec qu'est-ce qu'une atteinte au droit, à la dignité, à la santé, à une évolution professionnelle. Ce sont des mots qui sont dans la loi. Eh bien, c'est le fait de créer pour un salarié dans le privé une intranquillité. Tu es nul. Dorénavant, tu n'as plus de chaise. Les personnes arrivaient dans des unités de travail, les chaises avaient disparu. Tu n'es plus informé et tu n'assistes plus aux réunions d'équipe. Par des biais sournois, on te rétrograde. Voilà à peu près des attitudes qui sont rencontrées souvent. On va passer maintenant aux éléments d'obligation de l'employeur qui, à notre avis, aujourd'hui, font figure d'obligation de modération des crises, mais non pas de traitement des crises. L'obligation pour les entreprises de plus de 250 doit nommer 2 référents, un référent qui représente le CSE, un référent qui représente la direction. Moi, ce que je voudrais dire, c'est dans des crises aussi graves que des suicides avec un volet d'enquête qui reste ouvert, on sait très bien que les employeurs vont avoir en cause la perception, l'imperception. Est-ce qu'on veut ou on ne veut pas entendre les états et les plaintes de cette personne ou de ses conditions de travail? L'imputabilité au travail est en jeu aussi dans ces visites mixtes, et puis les défaillances possibles. Il est important par rapport à ces dispositifs managériaux et de direction que, comme ça a été confirmé par la Cour de cassation, l'autonomie du CHSCT soit préservée. L'autonomie autour du mot enquête et oui, non, expertise. Donc, autonomie par rapport aux systèmes managériaux de gestion des crises. Je continue en disant comment se défendre. Eh bien, vous ne serez pas étonné d'entendre parler à cette case-là du CHSCT. En tout premier, en procédant à une enquête, on l'a dit, dès que le patient, dès qu'il y a une suspicion d'accident de travail ou de pathologie professionnelle, peu importe la gravité. Donc, le droit pour le CHSCT de générer une enquête, quel que soit le peu de gravité apprécié par les uns et les autres, est un droit qui doit être soutenu. La délégation doit être composée de l'employeur ou d'un représentant du personnel. Elle doit établir les circonstances, les causes, et cette analyse des causes, elle-même peut être biaisée. On a vu des enquêtes où les collègues d'autres syndicats déjà sont résistants ou encore font eux-mêmes un autre déclenchement d'enquête à l'intérieur du même CHSCT en disant « oui, mais cette personne est pathologique, elle nous embête et la preuve, on
on redoute qu'elle revienne dans le service. Donc, savoir que ce qui compte, ce sont, en matière de harcèlement, les faits et pas les craintes. Hein. Donc, savoir camper, nous, en tant que membres de CHSCT, sur les faits et savoir aller, comme l'a dit Virginie, sur éventuellement des dangers graves et imminents dont l'évaluation de la gravité ne revient pas à l'employeur, mais pour lequel le CHSCT est autonome dans sa évaluation, dans son évaluation de la gravité. Donc, le CHSCT, la deuxième chose en dehors de l'enquête, c'est, ça a été dit avant moi, c'est d'engager une déclaration d'accident de travail, que ce soit sur le lieu de travail ou sinon, dans le cas de suicide, par exemple, la famille a un délai de 2 ans pour déclarer en accident de travail, y compris si le suicide survient hors du lieu de travail, en rejoignant tout lettre, tout témoignage. Et là aussi, on a non seulement la Cour de cassation en 2007, mais aussi plus récemment le Conseil d'État pour la fonction publique d'État. La reconnaissance de l'imputabilité appartient à l'administration dans le cadre de la fonction publique, mais là on s'éloigne, on va parler du privé. Et en tout cas, la contestation de cette imputabilité, quand elle est déniée par le tribunal ou par dans le cadre de la fonction publique par l'administration, la lettre de contestation, la décision de refus peut donner lieu à être contestée. Donc, les écrits sont précieux dans ce type de domaine. Enfin, ça a été dit aussi, mais mettons-le dans l'ordre, derrière l'enquête, derrière la déclaration d'accident de travail, de maladie professionnelle éventuellement, il y a eu des reconnaissances là-dessus, c'est la saisine du médecin du travail, c'est la saisine de l'inspection du travail. Le médecin du travail demandait sa présence au CHSCT. L'inspection du travail, il doit être informé de l'enquête. Il lui revient de rechercher les arguments de causalité entre le geste, désespéré s'il s'agit d'un suicide, et les conditions de travail. Donc, on doit être actif en CHSCT et faire venir une tierce personne, un tierce regard qui très souvent va maintenir l'employeur dans ses prétentions. Ensuite, faut-il médiatiser? Donc, c'est une grande question pour les camarades, en tout cas, qui ont eu affaire à des suicides. La question de la médiatisation est toujours très délicate. On a toujours affaire à une direction qui dit il faut modérer, il faut faire la preuve des conditions personnelles qu'a traversées la personne, la victime. Et du côté des syndicats, c'est quand même un coup de projecteur sur les restructurations en cours, très souvent. Donc, savoir trouver l'équilibre sans juger a priori, ça c'est le rôle de la justice, mais on ne peut pas, à mon sens, suivre la décision de faire silence. Alors, on a fait plusieurs déclaration et suivi chronologique. Il y a un élément important qui a été cité à chaque fois. Et d'ailleurs, je note que Ophélie, elle, dit moi, j'accueille à 2 personnes et que, en ce qui concerne Virginie, elle dit moi, j'accueille avec un cahier rouge pour fixer la suite. Mais il y a une chose pour vous tous, les spectateurs, vous tous qui êtes là, syndiqués, c'est la confidentialité de l'accueil. Pas dans un bureau, pas à 5, pas sans rendez-vous, pas sans calme. Il faut protéger, il faut soutenir cette personne, il faut soutenir
dans le cas d'un suicide, il faut soutenir la famille. Donc, l'ensemble de ce qu'on vient de décrire, quand ça va à son terme en CHSCT, la direction qui se voit aux prises avec des conditions de travail, aux prises avec des accusations qui sont fondées, etc., ce qui se joue à travers les écrits du CHSCT, c'est la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Et cette faute inexcusable de l'employeur, elle est importante pour faire avancer les conditions de travail comme le document unique. Voilà. Dans le privé, donc on va détailler sans rentrer dans les détails le conseil des prud'hommes, le juge pénal. Que penser de la médiation? J'en ai dit un mot, je l'assimile au... D'abord, elle n'est pas obligatoire. Deuxièmement, elle revient à mettre à la même table, et nous, en tant que médecins, on a un dispositif de médiation qui n'ose même pas prononcer le mot dans les attendus de harcèlement moral. Il dit un différent d'évaluation. Deuxièmement, l'acceptation de la médiation est filtrée par le directeur lui-même et par le CNG. Donc, la médiation, qu'en penser? Eh ben, elle permet, pour nous, en dernière analyse, au directeur de se soustraire des obligations, du danger grave et imminent, de se soustraire du signalement et en fait, du contrôle extérieur que représente par exemple l'inspection du travail. Donc nous sommes devant des cas de médiation qui traînent sur des 6 mois où on n'a toujours pas fait, parce qu'on a mis une médiation de CHSCT exceptionnelle. Donc a priori, je ne recommande pas. Il semble qu'il faille s'en dédouaner. Les sanctions. Juste, il nous reste une dizaine de minutes et je pense qu'il y a quelques questions. Oui, je pense que je ne vais pas entrer dans les sanctions, elles ont déjà été parlées. Juste pour dire, dans le schéma, il y a des sanctions qui sont dues au niveau du règlement intérieur par l'employeur et des sanctions pénales. D'accord? Là, c'est la société qui juge et là, c'est l'employeur qui juge. Donc, on passe rapidement sur cette question. Je voudrais juste dire, le responsable, l'auteur du harcèlement n'est pas le seul à pouvoir être sanctionné. En 2017, en cassation, c'est l'inaction de la DRH qui a été sanctionnée. Donc, il est important de dire que le fait de n'avoir pas mis en œuvre des moyens de dénoncer les agissements du directeur par la DRH ont été condamnés en cassation en 2017. La personne n'a rien fait pour mettre fin à ces pratiques. Et vous savez que cette obligation de dénonciation existe aussi dans le secteur public. Ensuite, ça a eu pour conséquence une mise en dangerosité physique et mentale des victimes. Donc aujourd'hui, quand on est en CHSCT, on doit pouvoir clamer haut et fort qu'il y a une source de droit pour s'élever contre l'inaction des rangs intermédiaires ou des témoins dans le cadre du harcèlement. Je dis encore 2 petits points en droit. L'administration reconnaît l'accident de service, mais enfin là, c'est à propos d'une jurisprudence. Elle s'est appuyée sur des alertes répétées en CHSCT. Et le fait que la direction a tardé à suspendre de ses fonctions le harceleur. Tout ça ont été des sources de droit. Donc, véritablement, les traces, les dates comptent. Véritablement, quand on s'explique au tribunal et au pénal, tout ça compte. Et nous, en écoute syndicale, on doit pouvoir ouvrir ce cahier rouge chronologique dans des bonnes conditions et pour tout le monde. Donc, on passe, je crois, à une notion pour laquelle je ne veux pas m'appesantir. On vient de décrire
le harcèlement moral individuel, vous arrivez, vous n'assistez plus aux réunions. Vous réintégrez votre hôpital d'origine, vous êtes cantonné dans 2 hôpitaux périphériques et votre poste de chef de service a été pris par quelqu'un d'autre. Je ne m'appesantis pas. Par contre, donc je glisse sur les illustrations de Ibrahima, parce que je ne les possède pas. Et par contre, le harcèlement institutionnel doit retenir notre attention. Je donne simplement les chiffres. Hein. L'objectif avoué par la direction de France Télécom en 2006, c'était sur 120 000 effectifs, objectif 22 000 départs, objectif 10 000 mobilités en 3 ans, par la porte ou par la fenêtre, et sans plafond, sans plan social. Voilà. Donc, c'est cette volonté managériale-là qui a été jugée maintenant illégale, le harcèlement moral organisé. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Je crois que j'ai fini en disant, donc je glisse sur l'observation, et pour dire une petite touche sur la lutte continue, je vais juste citer 2 petits éléments. Il y a des tribunaux qui ont à juger la brutalité managériale. Une personne qui est diffusément brutale avec ses collaborateurs. Eh bien, aujourd'hui, nous, à l'intérieur des syndicats, on peut se dire ça, c'est que ce n'est pas parce que le harcèlement moral n'a pas été reconnu par le tribunal qu'il ne faut pas continuer. Il y a quand même ce manquement qui est séparé du harcèlement moral par les tribunaux, ce manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels. Il y a eu des dépressions, il y a eu des départs en maladie. Ce manquement à l'obligation de prévention des risques pro, il est séparé du harcèlement moral. Et même si les tribunaux ne le reconnaissent pas, eh ben, la cassation dit qu'ils doivent être recherchés. Oui. Ensuite, deuxièmement, sur le même registre, le droit constitutionnel, hein, c'est pour ça qu'il y a des référés liberté, le droit constitutionnel, et j'ai terminé, à ne pas subir de harcèlement, il doit être distingué de l'obligation de prévention. Si encore ce droit n'est pas reconnu, c'est-à-dire les faits ne sont pas assez probants pour les juges, par contre, l'obligation de prévention a-t-elle été observée? Et ça encore, c'est un rôle et du CHSCT encore aujourd'hui jusqu'en 2023 et des CSE. Voilà, j'ai terminé.